À l'hôpital IM, un homme allait dans la chambre 505, les yeux exorbités par la douleur, submergé par les souvenirs de Kazé et Kokoro. La scène remonte 13 ans en arrière, à l'école primaire, où une jeune fille brandit avec insistance un gros insecte, insistant pour que Kazé le regarde, malgré le désintérêt manifeste de Kokoro pour les insectes. Takudo s'obstine à lui montrer un gros insecte, aux grandes dames de leurs camarades. L'institutrice le réprimande sévèrement suite aux plaintes concernant son comportement. Des chuchotements parmi les élèves laissent entendre que les sentiments de Takudo pour Kokoro sont évidents. Gêné, Takudo s'excuse discrètement, se rappelant son enthousiasme lors d'une sortie scolaire. Il se demande pourquoi Kazé ne réagit jamais comme les autres filles. Même lorsqu'il lui montre un serpent qu'il a attrapé, déterminé à être le premier à voir son visage surpris, son attention se focalise sur lui. Soudain, il aperçoit Kazé qui passe non loin et l'appelle, surpris. Remarquant que Kazé se dirige dans une direction inattendue, il se demande où elle va et ce qu'elle transporte dans ce sac. Comprenant qu'elle se trouve près d'un sanctuaire hors de leur secteur scolaire, il reste perplexe. Que fait-elle ici? Soudain, Kazé abat une pierre avec une détermination farouche, écrasant l'oiseau qui se débattait dans ses mains. Le protagoniste, sous le choc, assiste à la scène, incapable de croire ce qu'il vient de voir. Son regard écarquillé trahit sa confusion et son inquiétude croissante face à ce geste inattendu. Le choc du protagoniste s'intensifie lorsque Kazé sourit avec un calme inquiétant. Son expression est d'une sérénité glaçante après cet acte violent. Il recule en titubant, peinant à comprendre ce qu'il vient de voir, l'incrédulité l'envahissant. Soudain, le pied de Kazé craque sur le sol, annonçant un événement funeste. Alors que Kazé reste immobile, une soudaine rafale de vent s'abat sur la pièce, plongeant l'instant dans un silence étrange. Le protagoniste se souvient de ce jour au sanctuaire. Leurs regards se sont souvent croisés à l'école. Un silence complice s'installe entre eux malgré la tension palpable. Kazé semble parfaitement consciente de son regard. Son expression, d'une intensité contenue, hantée par les souvenirs d'une époque plus heureuse, avant que tout ne bascule. Le protagoniste, tiraillé par ses émotions, observe Kazé s'éloigner dans le couloir désert de l'école après les cours. Leurs regards se croisent à nouveau, brisant le silence lorsqu'il finit par l'appeler. La tension monte d'un cran lorsque Kazé murmure son nom. Sa voix calme déchire le silence. Son cœur s'emballe, ses poings se serrent tandis qu'elle le confronte à une accusation glaçante concernant ce qui s'est passé au sanctuaire. La menace de tout révéler au professeur plane, faisant basculer l'équilibre entre eux. Le protagoniste, en sueur et tiraillé, décide de ne pas dénoncer Kazé, se persuadant que sa menace n'était qu'une plaisanterie. Il espère que son silence l'empêchera de causer davantage de problèmes. Tandis que Kazé s'éloigne en courant, le traitant d'idiot, il se résout en silence à laisser tomber point à un moment même où le protagoniste est pris au dépourvu par le contact soudain de Kazé, ses yeux s'écarquillent de stupeur. Avant même de pouvoir réagir, il trébuche en arrière et s'écrase lourdement contre les marches dans un bruit sourd. Le choc inattendu le laisse hébété, incapable de comprendre ce qui vient de se passer. Ses pensées se tournent vers le passé, et il se souvient avec une netteté saisissante de la voix de Kazé à cet instant précis. Ses paroles résonnent encore clairement à ses oreilles. Elle s'émerveillait de la souplesse du cou humain. Son innocence et sa curiosité le hantent encore, malgré tout. Son ton enjoué persiste, contrastant fortement avec le souvenir douloureux auquel il est lié. Le souvenir se déplace vers une enseignante élégante qui arpente le couloir de l'école d'un pas assuré, ses livres serrés contre elle. Sa présence attire tous les regards, et le protagoniste la contemple avec un mélange d'admiration et de nostalgie. Elle lui sourit chaleureusement, lui confiant comment devenir enseignante a enrichi ses journées de découverte et d'épanouissement, un chemin qu'elle attribue aux précieux conseils qu'elle a reçus autrefois. Le protagoniste songe à la monotonie des derniers jours, se rappelant comment les travaux de jardinage incombaient uniquement à Kazé, absent aujourd'hui grâce aux encouragements bienveillants de Marui Sensei. Ils se mettent à labourer la terre ensemble malgré le poids de la pelle. Pendant ce temps, les souvenirs de l'hospitalisation de Tokuin persistent, 5 mois passés à veiller sur quelqu'un qui ressemblait plus à un cadavre ambulant qu'à un ami. Une visite devenue de plus en plus pénible. L'esprit du protagoniste vagabonde tandis qu'il creuse. La lourde pelle en métal, tranchante comme un rasoir, éveille une sombre curiosité. Des pensées tourbillonnent. Que se passerait-il s'il frappait une tête humaine de toute leur force? Une déglutition nerveuse et un cœur qui s'emballe trahissent l'intensité troublante de cette impulsion fugace. Seul dans le jardin désert, le protagoniste halète bruyamment en serrant la pelle,
rassemblant ses forces pour poursuivre le travail épuisant malgré la fatigue. Un espoir discret subsiste en lui, que de belles fleurs éclosent au printemps. Mais alors qu'il lève la pelle, une expression intense traverse soudainement leur visage, révélant une pulsion plus sombre et inquiétante. D'un coup puissant, la pelle s'abat, fendant la peau dans un craquement sinistre. Le choc et l'incrédulité se lisent sur le visage du protagoniste lorsque l'impact violent dévoile le crâne. Mais l'os dur résiste au coup. La main de la victime tremble légèrement, rappelant de façon glaçante que cet acte a franchi une limite terrifiante. L'horreur s'empare du protagoniste lorsqu'il réalise que sa victime est encore en vie. Tremblant de panique et de doute, le poids de ses actes l'accable tandis qu'il se demande s'il doit frapper à nouveau, peinant à comprendre la résistance inattendue de la victime. Celle-ci, titubante mais stable, s'approche dans un silence glaçant, laissant le protagoniste, mais prévient que si cette impulsion dangereuse refait surface, cela se terminera mal. Le protagoniste, accablé et incertain, se demande anxieusement ce qu'il doit faire ensuite. La victime exhorte le protagoniste à se départir de sa force immense ou à apprendre à l'utiliser avec sagesse, non par intérêt personnel, mais pour protéger les faibles et les personnes en difficulté. Elle insiste sur l'importance d'utiliser ce pouvoir pour la justice, transformant ceux qui sont aidés en alliés. Le protagoniste écoute attentivement, le poids de ses conseils commençant à résonner en lui. L'enseignant le met en garde contre le risque de devenir comme lui, voué à l'extermination par son venin. Il lui rappelle que parfois, la force peut être sa perte. Il lui demande sincèrement de garder le secret sur les événements du jour, insistant sur son souhait que le protagoniste utilise son pouvoir pour protéger les plus vulnérables. Tandis que le protagoniste exprime sa gratitude et ses excuses, l'enseignant le prend chaleureusement dans ses bras, heureux de la compréhension de son élève. Le protagoniste est profondément touché, émerveillé par la force et la résilience incroyables de son enseignant. Même blessé, elle garde le sourire. Il est frappé par la joie mystérieuse que son enseignant trouve à protéger les autres et ressent un désir croissant de comprendre et de partager ce sentiment. Avec une expression sincère, ils confessent leur désir de suivre les traces de leur professeur, inspiré par son esprit inébranlable. Le regard déterminé et plein d'espoir, le protagoniste fait le vœu silencieux de devenir un professeur comme Marie Sansay, exprimant sa profonde gratitude pour ses conseils. Pendant ce temps, derrière un grillage, une détermination farouche brûle dans les yeux d'un autre qui s'agrippe fermement à la barrière, laissant présager des épreuves à venir. Un plan glaçant se dessine alors que le groupe discute de cibler Kazé, une professeure, en filmant une scène traumatisante pour la manipuler, malgré leurs hésitations et la gravité de leurs intentions. Un membre adhère avec enthousiasme à ce projet, révélant une excitation sinistre sous son sourire narquois. La tension monte alors qu'ils se préparent à mettre à exécution leur plan inquiétant. Le protagoniste est aux prises avec le chaos qui a suivi l'arrivée du nouveau professeur. Hanté par la mort d'Aya et la loyauté aveugle de son camarade, il souffre et se méfie de l'enquête policière. Son ami tente de le raisonner, suggérant que le nouveau professeur est peut-être meilleur que le précédent. Pourtant, son poing serré trahit sa frustration latente et sa détermination à se faire justice lui-même. Ses yeux brillent d'une détermination farouche lorsqu'il affronte Kazé, jurant de lui faire payer ses moqueries. Sa promesse glaçante plane, sombre présage que le calvaire ne fait que commencer. L'expression calme, presque sereine, de Kazé contraste fortement avec sa rage, suggérant une tension plus profonde et inquiétante entre eux. La tension monte lorsque le protagoniste, alimenté par la colère, saisit un couteau parmi les armes accrochées au mur, jurant de faire payer son ennemi. La scène se déplace ensuite à l'hôpital Ayamik, où il se tient au-dessus d'un corps inconscient, le visage marqué par la détermination. Le nom de Kokoro Kazé résonne sinistrement dans son esprit, annonçant une confrontation imminente. Le protagoniste promet de saisir l'expression de surprise de Kokoro Kazé, jurant de ne jamais lui pardonner si elle est responsable de l'accident. Alors qu'il quitte la chambre d'hôpital, l'homme blessé tente faiblement de le retenir, le suppliant en silence. Une femme observe anxieusement depuis le couloir tandis que les pas déterminés du protagoniste résonnent. 3 jours plus tard, pendant la pause déjeuner au lycée privé Mitsuki, un élève aborde nerveusement Kokoro et lui confie ses soucis concernant des problèmes familiaux complexes. Kokoro propose de l'aider dans son orientation professionnelle, mais l'élève insiste pour parler en privé, craignant d'être entendu par d'autres professeurs. Ils conviennent de se rendre dans la salle des professeurs pour une conversation confidentielle. L'élève suggère la salle de préparation de chimie, faisant remarquer que personne n'y va habituellement et demandant à Kokoro si elle a la clé. Malgré ses hésitations quant à l'heure tardive, il insiste pour la rencontrer ce jour-là, soulignant l'urgence.
Ils finissent par convenir d'un rendez-vous après les cours, vers 19 h, et se quittent d'un signe amical de la main dans le couloir. Un élève inquiet s'approche de Kokoro, anxieux, lui demandant si Sasaki Kuan a fait quelque chose d'étrange, car il se tenait très près d'elle plus tôt. Kokoro réfléchit un instant, reconnaissant qu'il a peut-être quelque chose d'important à lui dire. Malgré la gêne d'une rencontre nocturne, l'élève la met nerveusement en garde, son inquiétude faisant écho à une expérience passée. Après les cours, peu après 19 h, l'élève arrive à la salle de préparation de chimie et accueille Kokoro avec un grand sourire. Elle s'excuse pour son retard, expliquant qu'elle voulait d'abord terminer ses corrections, tandis qu'il admet avoir craint qu'elle ne vienne pas. Avec un sourire rassurant, elle ouvre la porte, prête à entamer leur conversation confidentielle. Ils entrent dans la salle de préparation de chimie. Remarquant l'espace généreux mais l'absence de chaises, elle accepte de rester debout pour discuter. Elle entame la conversation en l'interrogeant sur ses aspirations professionnelles, annonçant le début d'une discussion sérieuse. Deux élèves apparaissent avec assurance à la porte, interpellant Kazé Sensei d'un sourire malicieux. À l'intérieur, la jeune fille est surprise lorsque la porte s'ouvre derrière elle. Alors qu'elle salue Akazuki Kuan d'une question polie sur l'orientation professionnelle, une tension inquiétante brise le silence lorsqu'il brandit un couteau avec un sourire menaçant. Soudain, un autre élève la saisit par derrière, lui demandant d'un ton déconcertant si elle préfère se déshabiller seule ou qu'on l'aide, la laissant visiblement choquée et alarmée. La tension monte encore lorsque la jeune fille demande pourquoi elle devrait se déshabiller, tandis que l'élève sinistre la nargue, savourant visiblement son ignorance. Il la saisit brutalement, observant et imaginant sa réaction s'il la violait. Pendant ce temps, l'autre élève, ciseaux à la main, confirme froidement leur intention de l'agresser et de la filmer, révélant une cruauté terrifiante et calculée. L'élève sinistre se penche vers elle, pressant un couteau menaçant contre son cou et la provoquant pour qu'elle craque et tremble de peur. La jeune fille les supplie nerveusement d'arrêter de se battre, tandis qu'un garçon, avec suffisance, se vante d'avoir étudié des vidéos d'humiliation pour perfectionner son approche. Soudain, elle surprend tout le monde en l'embrassant hardiment, le laissant stupéfait, sous le regard ébahi d'un autre. Le garçon reste figé, téléphone à la main, tandis que la jeune fille l'embrasse avec audace, le laissant sans voix. Il tente maladroitement de comprendre ce geste inattendu, se demandant nerveusement si c'est ainsi que les adultes flirtent. Pendant ce temps, une voix hors champ condamne l'acte comme immoral, l'exhortant à ne pas laisser passer cela si facilement. La tension monte lorsque le garçon plaque violemment la jeune fille au sol, ignorant ses supplications désespérées malgré une voix qui l'incite à se dépêcher. Il leur ordonne sèchement de se taire, concentré sur ses propres intentions. Pendant ce temps, un autre observe attentivement, téléphone à la main, tandis que la jeune fille se débat sous lui, sa peur palpable. La jeune fille demande d'une voix séductrice si une enseignante est correctement habillée. Alors que le garçon est visiblement choqué et troublé par sa tenue révélatrice, elle admet en plaisantant qu'elle l'aime bien et laisse entendre qu'elle est étonnamment pratique. Le garçon, à la fois stupéfait et fasciné, laisse éclater sa frustration. Furieux, il ordonne aux badauds de cesser leurs moqueries et d'obéir. Sa main crispée sur le téléphone et son visage rouge trahissent la tension qui monte en lui, tandis que sa respiration haletante souligne l'intensité du moment. Pendant ce temps, la voix voyeuriste continue de railler Kokoro Sensei, l'accusant d'être facile et imprudente, ce qui ne fait qu'attiser la tension. La frustration du garçon atteint son comble lorsqu'il ordonne aux badauds de se taire, arrachant précipitamment le délicat sous-vêtement de la jeune fille, coincé dans la pince à bas. La jeune fille observe la scène avec un mélange de curiosité et une légère gêne, tandis qu'il s'efforce de libérer le tissu, visiblement agité et tendu. Finalement, il parvient à retirer le vêtement et le brandit avec un soupir de soulagement, même si la gêne persiste entre eux. Le garçon efface nerveusement la vidéo compromettante, soulagé qu'elle ne soit pas déchirée, mais frustré qu'elle ne puisse servir de menace. La fille, calme et taquine, lui demande pourquoi il pense que l'enregistrement pourrait être utilisé contre elle. Faisant fi de sa gêne, elle le provoque en lui faisant remarquer que si elle est gênée, il devrait l'être encore plus, le laissant stupéfait et sur la défensive. La fille se moque de l'air désespéré du garçon tout en le taquinant sur son comportement ridicule. Pendant ce temps, le regard intense de l'homme aux cheveux noirs interpelle le garçon, lui demandant où est donc passée sa prétendue technique extraordinaire. Le garçon, rouge de colère et essoufflé, se souvient d'une leçon de son institutrice, se comparant à une abeille au dard venimeux, chose que les autres n'auraient sans doute jamais imaginée. La fille attire le garçon contre elle, lui murmurant qu'une femme comme elle peut effectivement piquer, tandis que leur proximité intense le laisse rouge et les yeux écarquillés.
Une douleur aiguë et soudaine fait couler du sang de sa main, le plongeant dans l'incrédulité. Le rire du garçon se mue en un cri rauque et inquiétant tandis qu'il retire un couteau à cran d'arrêt de son cou. Le sang ruisselle de la plaie. L'expression de l'homme aux cheveux noirs se fige, entre choc et inquiétude, tandis qu'il appelle le garçon par son nom. Assise par terre, la jeune fille assiste impuissante à la scène. Le garçon chancelle, luttant pour garder l'équilibre, visiblement bouleversé par la douleur et le choc. Sa confusion s'accentue tandis qu'il tente de comprendre cette sensation soudaine et intense qui le submerge. Calme et résolue, la jeune fille enfonce le couteau plus profondément dans son cou. Sa poigne est ferme et implacable, un sourire glaçant aux lèvres. Elle lui fait ses adieux, scellant l'instant funeste. Un flot de sang jaillit soudainement et violemment de la poitrine du garçon, qui halète sous le choc, son corps se contractant sous l'effet de la blessure mortelle. Les yeux de l'homme aux cheveux noirs s'écarquillent d'horreur, son cri de désespoir, non, faisant écho à la tournure tragique des événements. Pendant ce temps, un sourire sinistre se dessine sur le visage de la jeune fille, sa satisfaction glaçante étant indéniable. En un instant choquant, notre protagoniste lance une attaque brutale, projetant des gerbes de sang tandis que son adversaire, incrédule, chancelle. La victime, sonnée, tousse violemment, peinant à tenir debout. Le visage du héros, maculé de sang, son expression indéchiffrable, agrippe un couteau et un téléphone. La tension est palpable. Le protagoniste, sous le choc, murmure un nom, les yeux écarquillés d'incrédulité, tandis qu'il voit Sasaki s'effondrer dans une mare de sang. Un sourire glaçant se dessine sur le visage d'une femme mystérieuse qui s'approche. Sa présence est inquiétante. Soudain, une main actionne un briquet, des étincelles crépitent de façon sinistre, annonçant un tournant dangereux. Une violente décharge électrique traverse le corps du protagoniste. Son visage se crispe de douleur et de stupeur. Sa prise sur le téléphone flanche sous l'effet de la secousse, le laissant haletant, impuissant. Le courant intense crépite autour de lui, transformant l'instant en une lutte désespérée contre l'agresseur invisible. Le protagoniste s'effondre au sol, laissant tomber son téléphone dans un bruit métallique tandis que la décharge électrique du pistolet paralysant continue de le parcourir. Haletant de douleur et luttant pour rester conscient, il lève les yeux, sous le choc. La femme mystérieuse esquisse un sourire narquois, révélant le pistolet paralysant compact qu'elle dissimulait dans son corset, le narguant par son efficacité. Elle se penche sur le protagoniste à terre avec un sourire glaçant. Sa voix, chargée de menaces, l'invite à s'amuser ensemble. Elle raconte froidement comment deux élèves délinquants ont tenté d'agresser leur nouvel professeur, plantant le décor d'une scène sombre et macabre. Le protagoniste, meurtri et haletant, peine à comprendre l'horrible réalité qui se déroule sous ses yeux. La femme poursuit son récit, d'un ton sinistre, expliquant comment les deux élèves... Un souvenir chaleureux lui revient en mémoire, une jeune fille souriante le remerciant sincèrement, promettant de chérir ce souvenir à jamais. Submergé par l'émotion, il gémit de douleur. Pris entre la brutalité du présent et un bref instant de bonté. Paralysé et désespéré, le protagoniste peine à bouger tandis que la femme essuie calmement le couteau et lui propose de le lui rendre, déclarant leur échange macabre terminé. Malgré sa douleur, il laisse échapper une révélation choquante, c'est elle qui a poussé son frère Takoto dans les escaliers. L'expression glaciale de la femme confirme l'horrible vérité. Elle le nargue d'un sourire cruel, opposant les farces incessantes de son frère à la version silencieuse et brisée qu'il est désormais, alité à l'hôpital. Elle se moque des sentiments du protagoniste, affirmant avoir toujours su que ses intentions étaient différentes de celles de Sasaki Kuan. Fou de rage et tremblant, il lutte pour contenir sa fureur, la fixant d'un regard féroce et douloureux. La femme balaie froidement le sort de Sasaki Kuan, suggérant cruellement que mourir étudiant est une bénédiction perverse comparée à l'avenir monstrueux qu'elle imagine pour lui. Son sourire brille d'une malice glaçante lorsqu'elle assimile le viol à une forme d'économie, pervertissant encore davantage sa logique cruelle. Le protagoniste, consumé par la rage et la douleur, la foudroie du regard, l'accusant de révéler sa véritable nature meurtrière. La femme, froidement, assimile le viol à un rapport sexuel consenti, balayant d'un revers de main la portée morale du consentement, le réduisant à un simple acte sexuel. Elle compare cyniquement l'argent à du papier, insistant sur le fait que la valeur n'est que croyance, et propose au protagoniste une leçon brutale, affirmant qu'il existe en ce monde des certitudes plus dures que les incertitudes morales. D'un calme glaçant, elle déclare que la vérité brutale est la mort, un principe simple et indéniable. Tandis qu'elle se relève, ces mots la blessent plus profondément. Tuer affecte indéniablement autrui, une dure réalité qu'elle accepte sans broncher.
Le protagoniste, vaincu et en sueur, réplique amèrement, la traitant de folle, mais la défiant de continuer à proférer ses vérités perverses, rassemblant toutes ses forces. Soudain, le protagoniste se lève d'un bond, les yeux flamboyants d'une détermination farouche, dans un mouvement rapide et désespéré. Il saisit un couteau à proximité et se jette sur elle, la prenant totalement par surprise. Le choc de la femme est palpable tandis qu'elle recule, prise au dépourvu par cette attaque soudaine et violente. Avec une détermination farouche, le protagoniste se jette en avant et enfonce le couteau dans la poitrine de la femme. Son expression de choc se transforme rapidement en une grimace de douleur alors qu'elle s'effondre. La brutalité de son geste désespéré la frappe de plein fouet. D'un mouvement brusque et vigoureux, le protagoniste plaque la femme au sol, sa prise inflexible affirmant son emprise. Elle grimace, luttant pour rester consciente, sa voix faible demandant si la batterie de son pistolet paralysant est déchargée. Pendant ce temps, il affiche un sourire narquois, mêlant épuisement et triomphe, déclarant que les rôles sont inversés après avoir patiemment attendu qu'elle baisse sa garde. Le sourire sauvage, presque maniaque, du protagoniste perce sa fatigue tandis qu'il la nargue. Ne sous-estime pas la force d'un homme, lance-t-il en resserrant son emprise sur le poignet de la femme, affirmant sa domination. Se penchant près d'elle, sa voix devient froide et mortelle. « Je vais te tuer. » La tension monte d'un cran lorsque l'homme, profitant de l'occasion, reproche à la femme d'avoir laissé tomber le couteau. Malgré ses menaces de lui crever les yeux comme il l'a fait à Aya, elle reste calme et l'avertit qu'une telle attaque lui serait fatale. Cet échange glaçant révèle un dangereux bras de fer entre eux. La femme raille froidement l'homme, déclarant que la véritable tragédie incombe à sa mère. C'est elle la coupable, souligne-t-elle cruellement, avec un fils alité et l'autre meurtrier, leur famille est un échec, mettant en lumière l'issue amère de son éducation. Ces paroles blessent profondément, rejetant la faute sur l'incapacité de sa mère à élever correctement ses enfants. L'homme, trempé de sueur et de douleur, se demande désespérément à qui la faute. La voix brisée par l'angoisse, la femme, calme et inflexible, lui assène une vérité brutale. Quoi qu'il en pense, c'est sa mère qui subira la ruine sociale. Alors que la tension atteint son paroxysme, une voix supplie Ryudo d'arrêter, soulignant la violence des émotions en jeu. La femme, agrippée à Rudo, tremble de désespoir, le suppliant de cesser ses accès de colère et lui rappelant son amour pour son frère, qui souffre. La photo brisée des deux frères et sœurs heureux souligne la douloureuse réalité qui se cache derrière ces paroles. Les larmes ruissellent sur son visage tandis qu'elle le supplie de ne pas aggraver les choses, révélant le lourd tribut émotionnel que ce conflit leur impose à tous deux. Trempé de sueur et désespéré, il la met en garde, la voix tremblante de douleur. Elle répond par un sourire glaçant, se moquant de sa menace et se demandant si quelqu'un comme lui serait capable de la tuer. Dans un flashback poignant, le protagoniste se souvient comment il se cachait derrière les autres tout en s'en prenant aux plus faibles. Pris au piège d'un cycle de frustration et de rébellion, le protagoniste, meurtri et désespéré, se retrouve confronté à la dure réalité. Peu importe la tragédie, que son frère soit brisé ou... La tension retombe lorsque Fuyukawa prend Kase Sensei dans ses bras, les larmes ruisselant sur ses joues. Soulagée de la savoir saine et sauve, la policière rassure doucement Kase, comprenant la peur qu'elle a dû ressentir et félicitant l'élève courageuse d'avoir appelé à l'aide. Pendant ce temps, le déni désespéré du protagoniste résonne encore, accusant Kase d'avoir tué Sasaki, Aya et son frère. Incapables d'accepter l'horrible vérité, les policiers maîtrisent fermement Ryudo Akazuki et le confrontent aux preuves le reliant à la scène de crime, le couteau papillon et sa doudoune ensanglantée retrouvés dans la chambre d'Aya Kanazawa. Malgré les accusations qui s'accumulent, il persiste à affirmer que Kase a tout manigancé, tentant désespérément de se dédouaner. L'agent exige d'entendre sa version des faits et l'interroge sur les accusations d'agression. Alors que la tension monte, Fukawa révèle avec urgence qu'elle a elle aussi été agressée et filmée par Akazuki. Nerveuse, elle lui tend son téléphone, suppliant l'agent de le vérifier. Le protagoniste blessé le reconnaît, le regard figé par la stupeur. Fukawa avoue avoir entendu Akazuki et d'autres agresser l'enseignante, espérant que le téléphone révélera la vérité. Elle explique nerveusement avoir enregistré une conversation cruciale après avoir contacté l'inspecteur chargé de l'affaire Kanazawa, dans l'espoir d'éviter à Kase Sensei le même sort. L'enregistrement audio glaçant révèle la tension violente de Kase, qui menace de la violer comme il l'a fait avec Fukawa. La tension monte à mesure que l'enregistrement se déroule, laissant Kase visiblement bouleversée et désespérée de l'arrêter. Kase insiste désespérément sur le fait que tout ce qu'a fait Fukawa n'était qu'une mise en scène, affirmant qu'elle a elle-même provoqué Sasaki.
Pendant ce temps, Fuyukawa avoue en larmes qu'elle n'a embrassé Sasaki que pour éviter une violente dispute sur qui l'agresserait en premier. Se sentant obligée de calmer la situation, ses sanglots révèlent la pression insoutenable qu'elle a subie à ce moment-là. Kazé, submergée et désespérée, supplie qu'on diffuse la suite de l'enregistrement. Fuyukawa, en larmes mais soulagée, remercie Kokoro Sensei de l'avoir cru. Kokoro explique calmement où elle est allée rencontrer les détectives, lui témoignant son soutien. Le poids émotionnel de la vérité commence à s'estomper alors que Fuyukawa s'effondre, réconforté par la présence de Kokoro. Pendant la pause déjeuner, Kokoro demande calmement à Fuawa d'enregistrer leur conversation dans la salle de préparation de chimie. Malgré les inquiétudes de Fuawa quant au danger potentiel, Kokoro, avec un sourire confiant, la rassure, elle a un plan. Fuawa accepte avec empressement, prête à suivre ses instructions, jusqu'à ce qu'elle dise « arrête ». Serrant fermement sa cravate, la jeune fille est incitée à faire confiance au plan secret de Kokoro. Un combat pour la justice, visant son bonheur d'étudiante. Pendant ce temps, un homme au visage tuméfié et provocateur se moque de leurs efforts, déclarant la police incompétente et les accusant d'être manipulés par la femme. La tension monte lorsqu'un inspecteur le confronte à propos d'un détail crucial qu'il a omis, la visite chez Kanazawa le jour de l'incident. L'inspecteur révèle que celle qui a apporté la doudoune à la police était la propre mère de l'homme, le laissant sous le choc et sans voix. Alors que la vérité s'impose à lui, l'homme admet n'avoir rien remarqué de suspect, submergé par la situation troublante concernant son fils. La mère, assise, est bouleversée et confie sa confusion et son inquiétude quant à l'implication de son fils dans une affaire dangereuse. Elle explique comment sa famille s'est désintégrée après l'accident de son fils aîné, la laissant isolée et inquiète pour lui. Une femme bienveillante intervient doucement et lui confie que Ryudo a pris contact avec elle et semble se sentir seule. Elle demande à la mère de veiller sur les affaires et la chambre de Ryudo, lui rappelant que malgré son statut de lycéen, il reste un enfant qui a besoin d'attention. L'homme est submergé par l'incrédulité, peinant à accepter la dure réalité qui se présente à lui. Ses pensées s'emballent tandis qu'il murmure « impossible ». Pendant ce temps, une femme rassure doucement le détective, remerciant Kazé Sensei d'avoir évité un sort plus tragique, celui où le garçon aurait pu rester prisonnier et menacé par la vidéo. Une autre voix exhorte l'homme à se relever et à aller de l'avant, lui signifiant qu'il doit affronter ce qui l'attend. Les yeux de la jeune fille brillent d'admiration lorsqu'elle déclare que Kazé Sensei est un ange. Sa voix est emplie d'une gratitude sincère, mais le visage de l'homme se tord de douleur et d'incrédulité. Des larmes coulent sur ses joues tandis qu'il hurle, rejetant ses paroles avec une intensité désespérée. Submergé par une vague d'émotions brutes, l'homme se dégage des autres et hurle de douleur, accusant la femme d'être un démon. Son cri désespéré résonne dans le couloir, révélant la profondeur de son tourment et de son incrédulité, tandis que des pétales de cerisier tombent doucement. La scène se déplace en mars, lors d'une cérémonie d'adieu à l'école. L'élève se tient debout, solennel, réfléchissant à tout ce qui a changé en quelques mois seulement depuis l'arrivée du protagoniste. Le poids des événements récents plane lourdement dans l'air. L'enseignante s'adresse solennellement à la foule, exprimant son chagrin d'avoir. La scène se déplace vers l'entrée imposante du lycée public Aka de Wakusa, le nouveau cadre où Kazé Sensei entamera un nouveau chapitre de sa vie. Les grilles, silencieuses et robustes, sont ouvertes, accueillantes mais propices à la navigation, laissant présager les défis qui l'attendent dans cet établissement au passé tourmenté. Arrivée au lycée Aka, elle aborde ce nouveau départ avec un sourire radieux et une détermination sans faille, prête à se donner à fond et à avancer d'un pas assuré. Une silhouette attentive l'observe à distance, suggérant les difficultés à venir. Son sourire serein rayonne doucement, une confiance tranquille émanant d'elle tandis qu'elle se prépare à embrasser sa nouvelle voie. Pendant ce temps, un homme à l'intérieur du bâtiment la regarde attentivement, son expression mêlant surprise et admiration, sa main pressée contre la vitre comme pour la toucher de loin. Touché par les adieux émouvants de Kazé Sensei, il se remémore les épreuves qu'elle a traversées, la perte d'élèves et les dangers auxquels elle a été confrontée, et espère qu'elle trouvera un environnement plus propice à l'enseignement. Cependant, une vive inquiétude les envahit lorsqu'il réalise que sa prochaine école se situe dans un lieu marqué par une tragédie passée. La scène se déplace vers l'entrée imposante du lycée public Aka de Wakusa, le nouveau cadre où Kazé Sensei entamera un nouveau chapitre de sa vie. Les grilles, silencieuses et robustes, sont ouvertes, accueillantes mais propices à la navigation, laissant présager les défis qui l'attendent dans cet établissement au passé tourmenté. Arrivée au lycée Aka, elle aborde ce nouveau départ avec un sourire radieux et une détermination sans faille, prête à se donner à fond et à avancer d'un pas assuré. Une silhouette attentive l'observe à distance,
suggérant les difficultés à venir. Son sourire serein rayonne doucement, une confiance tranquille émanant d'elle tandis qu'elle se prépare à embrasser sa nouvelle voie. Pendant ce temps, un homme à l'intérieur du bâtiment la regarde attentivement, son expression mêlant surprise et admiration, sa main pressée contre la vitre comme pour la toucher de loin. Touché par les adieux émouvants de Kazé Sensei, il se remémore les épreuves qu'elle a traversées, la perte d'élèves et les dangers auxquels elle a été confrontée, et espère qu'elle trouvera un environnement plus propice à l'enseignement. Cependant, une vive inquiétude les envahit lorsqu'il réalise que sa prochaine école se situe dans un lieu marqué par une tragédie passée. La scène se déplace vers l'entrée imposante du lycée public Aka de Wakusa, le nouveau cadre où Kazé Sensei entamera un nouveau chapitre de sa vie. Les grilles, silencieuses et robustes, sont ouvertes, accueillantes mais propices à la navigation, laissant présager les défis qui l'attendent dans cet établissement au passé tourmenté. Arrivée au lycée Aka, elle aborde ce nouveau départ avec un sourire radieux et une détermination sans faille, prête à se donner à fond et à avancer d'un pas assuré. Une silhouette attentive l'observe à distance, suggérant les difficultés à venir. Son sourire serein rayonne doucement, une confiance tranquille émanant d'elle tandis qu'elle se prépare à embrasser sa nouvelle voie. Pendant ce temps, un homme à l'intérieur du bâtiment la regarde attentivement, son expression mêlant surprise et admiration, sa main pressée contre la vitre comme pour la toucher de loin.